Sigmund Freud, un nom que tout le monde connaît, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, son ombre plane sur tout le XXe siècle. Mais qui était-il vraiment? Allez, on part explorer l'esprit de l'homme qui a voulu cartographier le nôtre. C'est le poète W.H. Auden qui a peut-être le mieux résumé la chose en 1940. Il ne parlait pas juste d'un théoricien, mais d'un climat d'opinion. En gros, une atmosphère intellectuelle qui a complètement changé notre façon de nous voir. Oui, son œuvre a littéralement infusé toute la culture occidentale. Pensez-y, des expressions comme lapsus freudien ou complexe d'Oedipe sont passées dans le langage de tous les jours. Ça prouve bien que ces idées, qu'on soit d'accord ou pas, sont devenues une partie de notre paysage mental. Alors, justement, pour comprendre ces théories, il faut d'abord essayer de comprendre le bonhomme. Tout commence par son parcours. Comment un neurologue viennois, somme toute assez classique au départ, est devenu le père d'une discipline entièrement nouvelle. Quand on regarde sa vie, on voit qu'elle traverse une époque de changements incroyables. Né dans l'Empire d'Autriche, il a construit toute sa carrière à Vienne, qui est vraiment devenue le berceau de la psychanalyse grâce à lui. Et puis, il y a cette fin tragique. Sa fuite à Londres en 1938 pour échapper aux nazis, qui marque la fin d'une vie intellectuelle hors norme. Et c'est ici, dans ce bâtiment de Vienne, que tout s'est joué. C'est là qu'il a vécu et travaillé pendant presque 50 ans. C'est entre ces murs qu'il a développé ses théories révolutionnaires. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, on va s'attaquer au cœur du réacteur, la méthode qu'il a inventée pour sonder les profondeurs de l'esprit humain. Il a donc donné un nom à son approche, la psychanalyse. L'idée centrale, elle est à la fois simple et complètement folle pour l'époque. On peut soigner des troubles psychiques juste par le dialogue. Utiliser la parole comme un scalpel pour dénouer les conflits intérieurs. Et qui dit psychanalyse dit le fameux divan, bien sûr. C'est devenu l'icône de sa méthode. Mais ce n'était pas juste un meuble. Non, c'était un outil. Il permettait aux patients de se détendre, de laisser leurs pensées vagabonder, sans être intimidés par le regard de l'analyste assis derrière eux. Mais attention, il n'a pas inventé ça du jour au lendemain. Sa méthode, elle a évolué. D'abord, il a exploré l'hypnose, inspiré par ce qu'il a vu à Paris. Ensuite, il a repris l'idée de la cure par la parole de son collègue Breuer. Et puis finalement, trouvant tout ça un peu limité, il a mis au point sa propre technique, l'association libre. Le principe, le patient doit dire absolument tout ce qui lui passe par la tête, sans aucun filtre, sans aucune censure. Pour Freud, une des clés, c'était les rêves. Il disait que ce n'était pas juste un bruit de fond du cerveau. Non, pour lui, c'était la voie royale vers l'inconscient. Chaque rêve est une sorte de réalisation d'un désir caché, souvent refoulé. Donc, analyser les rêves, c'était devenu un pilier de sa méthode. Alors ok, on a la méthode. Mais une fois qu'on accède à cet inconscient, qu'est-ce qu'on y trouve? Freud a voulu en dessiner la carte. C'est là qu'on arrive à son fameux modèle de la psyché. La grande question, c'était comment ça marche là-dedans? Comment tout ça s'organise? Pour y répondre, il a proposé une véritable cartographie de notre esprit. Et pour ça, il a utilisé une image que tout le monde connaît aujourd'hui, l'iceberg. C'est une métaphore géniale en fait. La toute petite pointe qui dépasse de l'eau, c'est notre conscience. Mais l'énorme masse immergée, invisible, c'est l'inconscient. Et c'est cette partie cachée qui, selon lui, dirige la plupart de nos actions. Et cet iceberg mental, il est divisé en 3 instances qui se tirent la bourre en permanence. Tout en bas, il y a le ça, le réservoir de nos pulsions brutes qui veut tout de suite. Tout en haut, il y a le surmoi, notre gendarme intérieur, la morale, les interdits qu'on a intégrés. Et au milieu, coincé entre les deux, il y a le moi, qui essaie de négocier pour satisfaire un peu le ça sans fâcher le surmoi, tout en tenant compte de la réalité. Un sacré boulot. Mais voilà, l'histoire serait trop simple si tout le monde avait applaudi. L'héritage de Freud est loin d'être un long fleuve tranquille. Il est plein de controverses, de ruptures, et son impact fait encore débat aujourd'hui. Une des premières grosses fissures est venue de l'intérieur, avec la rupture fracassante avec Carl Jung, qui était pourtant son dauphin désigné. Le point de friction principal, Freud insistait sur l'importance capitale de la sexualité infantile et du complexe d'Oedipe. Jung, lui, voulait explorer d'autres pistes, ce qui a provoqué un schisme majeur dans le mouvement naissant. Et les critiques ne se sont jamais arrêtées. Sur le plan scientifique, beaucoup, comme le philosophe Karl Popper, ont dit que ces théories n'étaient pas scientifiques car impossibles à prouver ou à réfuter. L'efficacité réelle de la cure psychanalytique fait toujours débat. Et puis, bien sûr, il y a eu la critique féministe qui a attaqué de front sa vision de la psychologie féminine, jugée complètement dépassée et patriarcale. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, parfois virulentes, son influence reste absolument massive. Pour vous donner une idée, une étude l'a classé 3e psychologue le plus cité du XXe siècle. Ça montre bien à quel point ces idées, même contestées, ont durablement imprégné le débat.
Alors, au final, comment on le voit? Comme un génie qui a ouvert une porte sur un continent inexploré, l'inconscient, le créateur d'une pseudo-science sophistiquée, ou peut-être, plus simplement, quelqu'un qui nous a tendu un miroir, même déformant, pour nous forcer à regarder les zones d'ombre de notre propre esprit. Le débat n'est pas prêt de se terminer.